La réunion s'appelle Comité de pilotage de l'excellence comportementale des systèmes déployés. Session de recalibrage stratégique. Elle est programmée à midi. Sur les 23 participants connectés, 7 ont leur caméra allumée. Parmi eux, 4 sont en train de manger. Un fait défiler quelque chose sur un écran secondaire. Un autre répond à des messages. Le dernier a sa caméra allumée, mais on ne voit que le haut de son crâne. Il regarde vers le bas, on ne sait pas vers quoi. Les 16 autres sont connectés. C'est tout. Leur icône est verte. Présent. Un document circule en partage d'écran. Il s'appelle « Rapport d'optimisation post-déploiement ». Il ne contient pas le mot « incident », mais des mots comme « friction », « désalignement contextuel », « écart de trajectoire ». Quelqu'un dit quelque chose. Quelqu'un d'autre dit « Quelqu'un dit « oui, c'est la bonne approche ». Personne ne demande de quoi il s'agit exactement. Sur l'écran central, une liste apparaît. Des noms, des numéros de matricule, des scores. Un algorithme a produit cette liste. Personne ne sait exactement quels paramètres il a utilisé. Personne ne le demande. Un nom est en surbrillance. En bas du document, dans la section Ajustement ressources humaines, le terme employé est flux sortant optimisé. La réunion dure 18 minutes. Quelqu'un dit « je vais faire la sieste ». Les icônes vertes passent au gris les unes après les autres. Les gens finissent leur nouille. 2 icônes restent vertes. Elles le resteront encore 1 heure et 3 minutes. Leurs propriétaires sont ailleurs, dans leur appartement, leur bureau. Ils ont posé le téléphone quelque part et n'ont pas entendu la fin. Ils ne savent pas que la réunion est terminée. 20 minutes plus tard, Challenger pose la main sur le portique en sortant du bâtiment Huawei Intelligence. Le portique émet un son bref, différent des autres jours. La porte ne s'ouvre pas. Il lève les yeux vers le scanner. Même son, même résultat. Il prend son sac. Il sort par la porte de secours que quelqu'un a laissée entrouverte. Personne ne le regarde partir. Tout le monde regarde son écran. Challenger a 19 ans. Il a un prêt étudiant contracté à 16 ans quand il a intégré l'école d'ingénierie. Ses parents avaient mis toutes leurs économies dedans. Le reste venait de la banque, remboursable sur 10 ans à partir de l'obtention du diplôme. Il a obtenu son diplôme à 18 ans, 1 an avant tout le monde, mention excellente, recrutement Huawei Intelligence dans la foulée, package complet, logement de fonction inclus dans un immeuble résidentiel Huawei du district 2. Sa mère avait pleuré de fierté. Son père avait bu 2 bières, ce qu'il ne faisait jamais. Le logement de fonction était lié à son profil biométrique. Accès révoqué en même temps que le reste, il a 2 heures pour récupérer ses affaires dans la résidence avant que le système le signale comme occupant non autorisé. Il fait son sac, 2 jours de vêtements, un ordinateur, des câbles, quelques outils. Il laisse les meubles. Ils appartenaient à Huawei. Sa mère appelle le soir même depuis la province. Elle a vu peut-être quelque chose sur les réseaux, pas une information précise, peut-être juste un indice, une absence, son profil Huawei qui ne répondait plus. Elle demande si tout va bien, il dit que tout va bien. Il est sur un banc du parc du district 3, son sac entre les pieds, son téléphone à 12% de batterie. Il cherche des prises électroniques du regard pendant qu'il lui parle. Il trouve une prise sur le côté d'un abribus. Il branche son téléphone, il s'assoit par terre, dos à l'abribus, et commence à chercher du travail. Les premières nuits, un camarade de promo, Xiaopeng, lui prête un canapé. 3 jours, puis 5. Puis Xiaopeng dit « Désolé, ma coloc c'est compliqué. Ma copine trouve que ça fait beaucoup, tu comprends. » Challenger comprend. Il prend son sac. Une chambre dans une guest house du quartier Est. 250 unités la semaine. Mur fin, voisins qui toussent toute la nuit. Une fenêtre qui donne sur un mur. Il paie 2 semaines. Puis il regarde son solde. Il ne paie pas la 3e. Il apprend la géographie nocturne de Zhongling. Le Luxing Coffee du boulevard Est est ouvert 24 heures. La commande se fait par reconnaissance faciale. Il commande le minimum pour avoir le droit de rester. Un café synthétique à 3 unités qui a le goût de quelque chose qu'on a décidé d'appeler café. Il pose la tête sur la table. Les écrans publicitaires sur les murs diffusent en continu. Promotion, slogan, visage souriant, une vidéo sur la ville intelligente de Zhongling qui tourne en boucle depuis des mois. Il met ses écouteurs. Il s'endort. La librairie Wen Hua est également ouverte 24 heures sur 24. Les livres ont des puces RFID. Le système sait exactement combien de temps quelqu'un reste sur une page, combien de fois il revient sur un passage, s'il lit vraiment ou s'il fait semblant. Les données sont agrégées quelque part pour quelque chose. Les employés de nuit regardent leur téléphone. Personne ne demande rien tant qu'on ne dort pas trop visiblement.
Chun-je s'est entraîné à dormir assis, la tête légèrement inclinée vers un livre ouvert. Ça passe. Parfois, il échange quelques mots avec ses deux voisines régulières, des employés sans diplôme qui suivent des cours de français la nuit avec des Marocains sur leur téléphone et espèrent décrocher une formation en France, quelque chose, qu'importe, juste un ticket de sortie. Pendant tout ce temps, il cherche du travail. Son CV circule, ingénieur junior, spécialisation système embarqué, expérience Huawei Intelligence. Les grandes entreprises ne rappellent pas. Les moyennes demandent pourquoi il a quitté Huawei. Il dit restructuration, elles ne rappellent pas non plus. Les petites startups regardent son âge. 19 ans, ça fait peur, ou ça ne fait pas sérieux, difficile de savoir, et ne rappelle pas non plus. Il envoie des messages, beaucoup de messages. Il attend des réponses, il regarde son téléphone toutes les 5 minutes, puis toutes les 2 minutes, puis en continu. L'écran qui s'allume et s'éteint dans la semi-obscurité de la librairie Wenhua à 1h du matin. Personne ne répond. C'est un livreur qu'il croise au Luchin Coffee, un garçon de son âge environ, équipement Maison sur le dos, qui recharge son scooter sur une borne extérieure et son téléphone sur la prise de l'abribus d'à côté simultanément, qui lui parle d'un endroit. À 15 km du centre, direction nord-ouest, après la zone industrielle abandonnée du district 4, sous un échangeur autoroutier et le long d'un canal. On n'y va pas par hasard, on y va parce que quelqu'un vous dit d'y aller. Ce n'est pas vraiment des tentes. Des bâches tendues entre des structures métalliques récupérées sur des chantiers, fixées avec du fil de fer et des colliers de serrage. Des cartons renforcés de plusieurs épaisseurs, des palettes en bois posées sur le sol pour ne pas dormir directement dans l'humidité du canal, quelques structures plus solides, des cadres de vélo soudés ensemble, une vieille tente de chantier récupérée pour ceux qui sont là depuis longtemps. Des scooters garés en rang le long du mur de l'échangeur, certains en fin de vie, rafistolés avec du fil de fer et de l'espoir, qui tiennent encore par une logique mécanique incompréhensible. D'autres plus récents, modifiés, avec des additions bricolées, porte-bagages élargis, système d'éclairage supplémentaire, câblage qui dépasse, un réseau de petits panneaux solaires récupérés, certains sur des toits abandonnés, certains achetés d'occasion sur des plateformes de revente, reliés à une batterie centrale qui charge les scooters et les téléphones. Un robinet de chantier oublié sur le mur du canal qui fuit légèrement, tout le monde s'en sert. Une vingtaine de personnes, peut-être plus selon les soirs, d'autres livreurs, Maison, Kuaidi Express, Fengsu, les 3 grandes plateformes et quelques indépendants qui travaillent pour plusieurs à la fois selon les jours. Des diplômés sans emploi comme Chun-je, ingénieur, informaticien, un comptable, une fille qui a fait 5 ans de droit et livre des repas depuis 8 mois. Des travailleurs migrants en transit entre 2 chantiers qui restent 1 semaine ou 1 mois avant de repartir vers autre chose. Pas une famille, pas vraiment des amis, des gens qui ont appris à coexister parce que c'est plus sûr ensemble. Ils partagent des informations, les circuits rentables et les circuits à éviter, les immeubles avec ascenseur en panne, les clients qui ne répondent jamais et laissent de mauvaises notes, les vigiles qui ferment les yeux et ceux qui ne ferment pas les yeux. Les zones où les scooters débridés passent sans déclencher les capteurs de vitesse automatiques. Les jours de relâchement du système, certains jours fériés, certains week-ends, quand les équipes de surveillance sont réduites. Ces informations valent quelque chose, elles circulent. Les téléphones ne s'éteignent jamais, même la nuit, allongés sur leurs palettes, les gens regardent leurs écrans. Les notifications Maison arrivent à toute heure, des pénalités, des ajustements de score, des messages automatiques sur les nouvelles conditions générales, des vidéos courtes, des messages vocaux de la famille qui se demandent comment ça va, des fils d'actualité qui montrent Zhongling depuis en haut, propre et brillante, la ville intelligente du futur. La nuit, à 15 km du centre, Zhongling brille à l'horizon. Les tours, les enseignes, les drones de livraison qui clignotent dans le ciel comme des étoiles organisées. La ville intelligente vue de l'extérieur ressemble exactement à ce qu'elle prétend être. Chun-je s'allonge, le matin, il repart vers la ville. Son scooter électrique est un modèle bas de gamme acheté d'occasion sur une plateforme de revente. 3000 unités, ce qui représente environ 3 semaines de livraison pour un débutant. Ce qu'il n'avait pas, mais qu'il a emprunté au comptable du campement qui lui a fait confiance pour une raison qu'il n'a pas expliquée. La batterie tient mal. Le bridage officiel, limiteur de vitesse imposé par la réglementation de Zhongling, obligatoire sur tous les scooters électriques vendus dans la province, le rend inutilisable pour des livraisons intensives. La plateforme Maison exige une cadence que le scooter bridé ne peut pas tenir. Il est ingénieur, en 2 semaines, travaillant le soir sur les palettes du campement, avec une lampe frontale et ses outils,
Il a modifié le contrôleur de vitesse, suppression du bridage, recalibrage des paramètres de couple, recablé le système de gestion de batterie, optimisation des cycles de charge et de décharge, extension de l'autonomie de 40%, ajouté un module de navigation qu'il a écrit lui-même sur un microcontrôleur récupéré dans une benne de recyclage électronique du District 6, interface minimaliste sur un écran de 3 cm fixé au guidon avec du ruban adhésif double face, cartographie personnalisée de Zhongling intégrant les données qu'il collecte chaque jour, bricoler un système de refroidissement moteur avec des ailettes découpées dans des canettes et fixées avec des colliers de serrage. Il a aussi déconnecté le module de géolocalisation officiel, obligatoire, transmettant en temps réel la position du scooter au système de gestion du trafic de Zhongling, et l'a remplacé par un système maison. Invisible pour le réseau officiel, invisible pour Mason, sauf quand il choisit de se signaler pour une livraison, invisible pour tout le reste. Le scooter est illégal sur à peu près tous les aspects techniques et réglementaires imaginables. Vitesse non conforme, module de géolocalisation non certifié, modification non déclarée. S'il est contrôlé, c'est la saisie immédiate et une amende automatique déduite de son compte Mason. Il est aussi le seul objet au monde qui lui appartient vraiment. Il y pense parfois, le matin, en le démarrant, la main sur le guidon modifié, avant que le système de navigation s'allume et que les premières notifications de livraison arrivent sur son téléphone. Les autres livreurs du campement le remarquaient assez vite. Pas à cause de la vitesse, il fait attention, il ne se fait pas remarquer, mais à cause de la façon dont il répare. Un soir, le scooter d'une fille du campement, celle qui a fait du droit, avait un problème électrique, le moteur qui coupait aléatoirement. Elle avait posé son téléphone dessus et filmé le problème pour l'envoyer à un réparateur en ligne, ce qui lui avait coûté 150 unités. Chen Je avait regardé par-dessus son épaule, avait demandé s'il pouvait regarder, avait réparé en 20 minutes avec un fil et une soudure froide. Depuis, les scooters arrivent le soir. Il répare, améliore, modifie ce qu'on lui demande, il ne demande rien en échange. Il a compris que c'est une monnaie d'un autre type, de la confiance, de l'information, une place dans un réseau invisible qui fonctionne en dehors de toutes les applications. 5h45 du matin, les premières notifications arrivent sur son téléphone avant même qu'il soit debout. Mason qui signale des créneaux disponibles dans le District 2, prime horaire pour les livraisons avant 7h. Il mange quelque chose de froid, restant d'hier, accroupi sur sa palette. Autour de lui, les autres dorment encore, ou font semblant de dormir, téléphone allumé sur leur poitrine, comme des veilleuses. Il démarre le scooter, 15 km avant la première livraison. La ville s'éveille autour de lui, les camions de nettoyage automatique qui finissent leur circuit, les premiers taxis bleus silencieux, les drones de livraison nocturne qui rentrent à leur station. À 7 heures, la circulation est fluide. Il roule vite, dans les limites raisonnables, son module de navigation qui anticipe les feux et les angles morts. Première livraison, District 2, immeuble résidentiel ordinaire. Code d'accès livreur dans l'appli, valide. Il entre, monte par l'escalier parce que l'ascenseur affiche en maintenance, frappe à la porte du 8e. Personne. Il envoie une notification, personne. Il appelle, messagerie. Le minuteur tourne sur son poignet, 1 minute 30, le temps standard. Après, c'est une pénalité de 10 unités. Il prend une photo du colis devant la porte, confirme la livraison dans l'appli, repart. 30 secondes plus tard, une notification. Le client a laissé 2 étoiles sur 5. Motif, colis non remis en main propre. La pénalité est déduite automatiquement. Deuxième livraison, District 3. Immeuble haut de gamme. Casier intelligent au rez-de-chaussée. Le colis va dans le casier. Le résident descend quand il veut, ou un quelconque mécanisme livre à son tour. C'est présenté comme de la modernité. C'est surtout pour que les résidents n'aient pas à croiser les livreurs dans leur ascenseur. Le casier 7B refuse son code. Mise à jour du système cette nuit, les nouveaux codes n'ont pas été synchronisés avec Mason. Il attend devant le casier, téléphone à la main, le chat support de Mason qui lui répond des messages automatiques. 17 minutes. Finalement, un code de contournement. Le colis entre dans le casier, pas de pénalité cette fois, le système a détecté l'anomalie et suspendu le minuteur. Ce n'est pas toujours le cas. 3e, 4e, 5e livraison. Le rythme s'installe. Il regarde son téléphone entre chaque livraison. Les notifications qui arrivent, les créneaux qui s'ouvrent et se ferment, le score qui fluctue en temps réel selon les évaluations des clients, les conditions météo qui vont changer dans 2 heures selon l'application, la prime de circuit express qui expire dans 20 minutes s'il n'accepte pas. Il accepte, il roule. Il connaît la géographie des routes de Zhongling par leur défaut. La plaque décellée, avenue du Progrès harmonieux, au niveau du numéro 34. Invisible quand c'est mouillé, dangereuse à plus de 30. Le dos d'âne non signalé rue des Mûriers, recouvert par l'eau de pluie en saison.
Le virage aveugle sorti du Fenghua Plaza, où une navette autonome s'arrête parfois sans prévenir. Il a cartographié tout ça dans son module maison. C'est une carte que personne d'autre n'a. Elle lui a évité plusieurs chutes. Il est tombé quand même, 2 fois. La première, une plaque de métal mouillée devant un chantier, district 7, à 7h du matin. Il a glissé, le scooter est parti sur le côté, il a roulé sur le bitume sur 2 mètres. Il s'est relevé, a vérifié le scooter avant de vérifier son genou. Le scooter avait une égratignure sur le carénage et un clignotant légèrement tordu. Lui avait le genou ouvert. Il a mis un morceau de tissu dessus, a redressé le clignotant avec ses mains et il a continué. Il avait 3 livraisons en retard. La deuxième, il avait accroché un homme âgé qui traversait sans regarder dans une rue secondaire du district 3, un mercredi après-midi. L'homme s'était relevé seul. Il s'était regardé. L'homme avait dit quelque chose, pas une colère, plutôt une fatigue, le ton de quelqu'un qui n'est plus surpris de rien. Chun-je avait dit « Désolé, vraiment ». L'homme était reparti. Chun-je était reparti. Aucun des deux n'avait intérêt à ce que ça dure plus longtemps. Il a vu d'autres accidents. Un livreur, pas du campement, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui avait percuté un groupe de lycéens sur un trottoir du district 1. 3 blessés légers. Le livreur, à genoux sur le bitume devant un policier, son téléphone dans une main, suppliant qu'on ne lui saisisse pas le scooter. Pleurant vraiment, pas pour les faits, parce que sans le scooter, il n'y a rien du tout. Un autre du campement, il s'appelait Lauda, tout le monde l'appelait Lauda, s'était cassé le poignet en tombant sur une route défoncée. Il avait livré 3 semaines avec le poignet cassé parce qu'un médecin coûtait de l'argent et qu'arrêter de livrer coûtait de l'argent. Le poignet avait mal cicatrisé. Il livrait encore, mais différemment. Le bras droit plié à un angle légèrement étrange. Le code de la route est une suggestion. Chun-je roule sur les trottoirs quand c'est plus rapide, sur la route quand le trottoir est encombré, à contresens quand c'est nécessaire, entre les voitures, partout où le scooter passe. Son casque, obligatoire réglementairement, est vissé sur sa tête en permanence. Parce qu'il l'a appris à ses dépens, une amende automatique de 40 unités a été déclenchée par une caméra de surveillance du district 5 le 3e jour, déduite silencieusement de son compte, sans notification. Les amendes pour infraction au code existent, distribuées par les caméras. Leur montant est flou, la loi est floue. Ce qui est interdit dépend du quartier, de l'heure, du système. Pas de congé, pas de maladie, ou plutôt si, la maladie existe, mais elle ne figure dans aucun contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat. Il y a une relation entre une application et un profil biométrique. Si le profil ne livre pas, le profil ne gagne pas. Pas d'assurance, pas de protection sociale, pas de recours. Les conditions générales d'utilisation de Meisong, 42 pages, caractères petits, précisent en substance que la responsabilité de l'application est limitée et que le livreur est un prestataire indépendant qui assume ses propres risques. Chun-je a lu les 42 pages. C'est lui qui a le mieux compris ce qu'elles signifient réellement. Ça ne l'a pas aidé. Chaque immeuble a ses règles. Dans les résidences ordinaires, il appelle, envoie une notification, attend. Souvent, personne ne répond. Les gens commandent et oublient qu'ils ont commandé, ou ils voient la notification et font défiler quelque chose d'autre, ou ils répondent 3 minutes après que le minuteur soit expiré. Il prend une photo du colis devant la porte et repart. Parfois, quelqu'un descend 10 minutes après, furieux, et laisse une mauvaise note. La mauvaise note est prise en compte automatiquement. Dans les immeubles moyens, un accès livreur, un portique latéral, un code qui change chaque semaine, parfois chaque jour, que l'application est censée mettre à jour et ne met pas toujours à jour. Il attend, le minuteur tourne, son téléphone chauffe dans sa main. Dans les immeubles haut de gamme, des casiers intelligents au rez-de-chaussée. Le livreur ne monte jamais, c'est plus rapide, c'est conçu pour que les deux mondes ne se croisent pas. Au Fenghua Plaza, 114 avenue de l'innovation numérique, c'est autre chose. C'est un entre-deux caractéristique de l'immeuble entier. Les casiers intelligents sont en panne depuis février. L'accès livreur fonctionne 1 jour sur 2 selon une logique que personne n'a réussi à identifier. Le portique d'entrée principale scanne son iris, sa paume, son visage et affiche identification en cours. Pas parce qu'il ne le reconnaît pas, parce que son score de résident est insuffisant pour accéder à certains étages. Il attend. Le système finit par le laisser passer. La première fois qu'il a attendu l'ascenseur B dans cet immeuble, il a entendu le bruit de l'ascenseur C. Puis il a regardé ailleurs. Ce n'est pas son immeuble, ce n'est pas son problème. Il monte, il livre, il redescend. Il regarde son téléphone dans l'ascenseur, les nouvelles livraisons disponibles, le score en temps réel, un message de sa mère qu'il lit et auquel il ne répond pas encore. La chaleur, 43 degrés, humidité 90%, les mains qui transpirent sur le guidon modifié, il mange entre 2 livraisons, accroupi sur le trottoir devant une cantine bon marché du district 4.
Un emballage sur les genoux, téléphone posé à côté pour voir les notifications arriver. Il mange vite, il repart. Le soir, il fait le chemin inverse, 15 km vers le nord-ouest. Zhongling qui rapetisse dans son rétroviseur modifié jusqu'à n'être plus qu'une ligne lumineuse à l'horizon. Il recharge les scooters sur le générateur collectif. Il répare ce qu'on lui apporte. Il répond aux messages de sa mère. Il s'allonge. Il regarde son téléphone encore un moment dans le noir, les notifications de Mason qui arrivent pour le lendemain, le score du jour affiché en rouge ou en vert selon les évaluations, puis l'écran s'éteint. Victor vit au Fenghua Plaza depuis 6 ans. Il connaît les livreurs comme on connaît la météo. Pas personnellement, mais par habitude, par présence répétée. Les réguliers, les nouveaux, ceux qui courent, ceux qui ont renoncé à courir. Il les voit dans le hall, dans l'ascenseur quand ils réussissent à monter, sur le trottoir devant l'immeuble quand ils attendent qu'un portique veuille bien les laisser passer. Chunje est apparu un mardi de mars, puis le jeudi, puis plusieurs fois par semaine. Le Fenghua Plaza est sur plusieurs circuits Mason. Il y a toujours quelque chose à livrer à quelqu'un. Victor l'a remarqué pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est trop jeune, pas l'âge habituel des livreurs, qui est déjà jeune, mais quelque chose de plus, une jeunesse pas encore usée, des yeux qui regardent les choses avec une précision qui ne ressemble pas à de l'habitude. Ensuite parce qu'un matin, en attendant l'ascenseur B ensemble, Chunje a entendu le bruit de l'ascenseur C et s'est arrêté une seconde, la tête légèrement inclinée, comme quelqu'un qui écoute quelque chose sous la surface. Puis il a regardé son téléphone, puis l'ascenseur B est arrivé, et ils sont montés ensemble, en silence, chacun sur son écran. Victor l'a vu aussi dans une librairie, près de l'université un soir tard, assis par terre entre deux rayons, casque sur la tête, qui dormait, ou presque. Un livre de robotique ouvert sur ses genoux, page 140, la puce RFID qui enregistrait consciencieusement que quelqu'un était à la page 140 depuis 40 minutes. Victor avait acheté son livre, Les Misérables, édition de poche, couverture abîmée, et était reparti sans rien dire. Plusieurs semaines passent, Chunje continue de livrer au Fenghua Plaza. Ils se croisent dans le hall, dans l'ascenseur, sur le trottoir. Ils ne se parlent pas, c'est la règle implicite. Les livreurs et les résidents évoluent dans le même espace sans vraiment partager. Puis un mardi matin, dans le hall, Chunje attend l'ascenseur avec un colis sous le bras, téléphone dans l'autre main, les yeux sur l'écran qui compte le temps. Victor arrive avec son sac en cuir, Les Misérables sous le bras. Ils se retrouvent côte à côte devant l'ascenseur B. L'ascenseur C émet son bruit de roulement usé. Chunje tourne la tête malgré lui. Victor dit, sans transition, sans préambule, « Roulement à billes ». Chunje le regarde. « Je l'entends depuis des mois », dit Victor. Le bureau de gestion dit qu'ils ont commandé la pièce. « Roulement de roue côté moteur », dit Chunje. 2 heures de travail, 120 unités la pièce. Le bureau de gestion a commandé la mauvaise référence, c'est pour ça que ça traîne. Victor le regarde. « Vous savez ça comment ?» Au son. L'ascenseur B arrive, ils entrent ensemble, Victor appuie sur le 7, Chunje appuie sur le 19. Au 7e étage, avant de sortir, Victor dit, comme en passant, sans le regarder, « Il y a un habitant de cet étage, un Hollandais. Il cherche quelqu'un qui comprend les systèmes embarqués. Le MP Café, rue des Mûriers, il y est le mardi matin. » Les portes s'ouvrent, Victor sort, les portes se referment. Chunje regarde son téléphone, 2 nouvelles notifications Mason, il a une livraison au 19e, le minuteur tourne. Un mercredi après-midi, quartier résidentiel calme du district 5. Chunje attend devant un portique. Casque à la main, le minuteur sur son poignet. La livraison est un colis léger, médicament probablement, c'est la boîte pharmaceutique habituelle. Il a envoyé la notification, il attend la réponse de déverrouillage à distance. Le portique s'ouvre depuis l'intérieur, quelqu'un sort. Silhouette ordinaire, sac à dos, une capuche relevée malgré la chaleur. Quelque chose dépasse de la capuche, sur le côté gauche, une mèche bleue, à peine visible. Ils se croisent dans l'encadrement du portique. Une seconde. Chunje reconnaît quelque chose. Pas un visage, une façon de se tenir, trop précise, trop régulière, comme quelqu'un qui a calculé exactement combien d'espace prendre. Il a vu des photos, tout le monde a vu les photos. Il ne dit rien, l'autre ne dit rien non plus. Ou peut-être qu'il n'y a rien à dire, ou peut-être qu'il ne sait pas non plus quoi dire à l'ingénieur qui a participé à le construire et qui livre maintenant des médicaments dans le district 5 par 43 degrés. Le portique se referme. La livraison est confirmée sur l'application. Chunje remet son casque. Il repart vers le nord. Son téléphone vibre. Nouvelle livraison disponible. District 3. Prime express si accepté dans les 30 secondes. Il accepte. Le MP Café est rue des Mûriers, au rez-de-chaussée d'un immeuble ordinaire du centre de Zhongling. Café est écrit en français dans l'enseigne. Lettres peintes à la main sur une planche de bois fixée au-dessus de la porte. Pas de rétroéclairage, pas de logo animé, pas de QR code. Ça s'appelle MP Café. Personne ne sait exactement ce que MP signifie. Personne n'a demandé. À l'intérieur, une dizaine de tables.
Des chaises dépareillées, une machine à expresso italienne derrière le comptoir qui date de 20 ans et qui fonctionne. Pas de scanner à l'entrée, pas d'écran publicitaire, pas de commande par reconnaissance faciale. On s'approche du comptoir, on dit ce qu'on veut, on paie. La personne derrière le comptoir fait le café sent le café. Pour quelqu'un qui a passé les dernières semaines entre les Luchin Coffee automatisés et les cantines du District 4, c'est une expérience légèrement déstabilisante. Chunje entre un mardi matin, son casque à la main, son équipement de livreur encore sur lui. Il arrive 10 minutes en avance parce qu'il ne savait pas combien de temps ça prendrait depuis le campement et qu'il a roulé trop vite. Il s'assoit à une table près de la fenêtre. Il pose son casque sur la chaise à côté. Il regarde son téléphone, habitude, réflexe, l'écran qui s'allume sur les notifications Maison pour la matinée. Il le retourne face contre la table. Hendrik arrive à l'heure exacte. Grand, la trentaine, une façon de marcher qui n'est pas pressée, sans être lente. Quelqu'un qui a appris que prendre son temps est une forme de respect. Il porte une veste légère malgré la chaleur. Pas par inconscience, mais parce qu'il vient d'un bureau climatisé. Il n'a pas de téléphone en main. Il s'assoit en face de Chunje, appelle quelqu'un au comptoir, commande 2 cafés sans demander si Chunje en veut un. Il en veut un, c'est évident. Victor m'a dit que vous comprenez les systèmes embarqués, dit Hendrik. Pas de préambule, son mandarin est bon, pas parfait, légèrement teinté mais correct. Le mandarin de quelqu'un qui l'a appris pour travailler dedans. J'ai fait mes études là-dedans, dit Chunje. Et après les études, Huawei Intelligence, 10 mois. Hendrik hoche la tête. Il ne demande pas pourquoi 10 mois seulement. Il pose des questions techniques, protocole de communication entre systèmes embarqués, gestion de batterie sur des appareils mobiles autonomes, sécurité des modules de navigation. Chunje répond sans réfléchir, parce que c'est ce qu'il sait faire, parce que c'est la première fois depuis des mois qu'on lui pose des questions auxquelles il peut répondre vraiment, des questions qui n'ont pas de minuteur. Les cafés arrivent, Chunje boit le sien lentement. Pas parce qu'il a le temps, mais parce qu'il a décidé d'avoir le temps pour ça. Au bout d'un moment, Hendrik demande « Pourquoi vous avez quitté Huawei ?» Chunje dit « Restructuration ». Hendrik hoche la tête. Un silence. Il regarde par la fenêtre, la rue des Mûriers, les scooters qui passent, un livreur qui remonte le trottoir en sens inverse, téléphone levé au-dessus du guidon. Il dit « Ma femme m'a dit qui vous étiez, ce qui s'est passé. » Chunje ne répond pas. « Ce n'était pas votre faute, dit Hendrik, simplement. Pas pour consoler, pour établir un fait. Personne n'a dit que c'était ma faute, dit Chunje. Non, dit Hendrik. C'est ça le problème. Un autre silence. Le café est fini. Hendrik pose sa tasse. Quand vous voulez commencer, dit-il. Chunje repart à scooter, pas vers le campement tout de suite. Il roule, sans destination précise, ce qu'il ne fait jamais d'habitude, parce que chaque kilomètre parcouru sans livraison est un kilomètre de batterie perdue. Aujourd'hui, il s'en moque. La ville défile. 43 degrés, humidité 90%. Le guidon modifié chaud sous les mains. Les drones de livraison au-dessus de lui, dans leur couloir aérien réglementé, chacun sur sa trajectoire, chacun invisible pour lui, et lui invisible pour eux. Il a un rendez-vous la semaine prochaine pour signer quelque chose. Pas Huawei. Une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler il y a 6 mois. Petite, 9 personnes, un bureau dans le district 8, des projets dont Hendrik lui a parlé de façon vague mais précise. La façon dont les gens parlent quand ils savent de quoi ils parlent. Quelque chose de plus petit, de moins brillant, de moins certain. Il pense à sa mère, il va rappeler ce soir. Vraiment cette fois. Il pense au campement, au générateur solaire, au scooter qu'on lui apportera ce soir, à Lauda et son poignet mal cicatrisé qui a posé des questions sur le module de navigation et à qui il a promis de montrer. Il pense à une mèche bleue sous une capuche, une seconde dans un encadrement de porte. Son téléphone vibre, une notification Maison, créneau disponible pour demain matin, prime horaire, répondre avant minuit. Il regarde l'écran une seconde, et il glisse la notification vers la gauche, refusé. C'est la première fois depuis 5 mois qu'il refuse une notification Maison. Il ne sait pas encore si c'est définitif ou juste pour ce soir. Il continue de rouler. Le scooter est toujours illégal, le module de géolocalisation est toujours déconnecté du réseau officiel. Dans les données du système de gestion du trafic de Zhongling, il n'existe pas. Il rentre vers le nord-ouest. Il roule dans un angle mort permanent. Zhongling brille derrière lui comme une promesse ou un avertissement. Difficile à faire la différence depuis 15 km. Au Fenghua Plaza, le portique affiche « Identification en cours ». Il scanne la nuit, il n'y a personne, il continue. C'est ce qu'il fait.